Soirée complète de National League ce soir sur les patinoires helvétiques. Nos invités, Jean-Frédéric Debetta, Doug Boulanger, Stéphane est là bien sûr. On va revenir sur cette soirée de folie, des surprises, des scores fleuves, bref. On a manqué de rien, mais toi, Jean-Frédéric, qu'est-ce qui va te marquer ce soir? Le retour des buteurs biennois, Ria, Brunner, Rayala. Vous n'avez peut-être pas tout acheté non plus du côté de Genève. Non, beaucoup de positifs. Simon Lecoul qui a connu un bon match, les carrières, la défensive de Genève qui produit beaucoup de points, donc c'est sympa. Et puis déplacement ô combien difficile de Fribourg à Davos, lourd de défaite. Sambera qui était en congé pour préparer le derby de demain soir. Mais l'image du jour, messieurs, c'est la large victoire en effet de Bienne ce soir face à Genève Servette avec un Luca Conti on fire du côté biennois. Du hockey sur glace, bien sûr, ce soir sur MySports One, mais pas seulement. Il y a également du football, messieurs. Et je sais, Stéphane, que tu es un amateur de petits ponts, de deuxième poteau, de reprise de volée, puisque ce sont des termes... Je suis déjà tendu à l'approche du match. Hein. C'est exactement ça. Le Portugal, en effet, retient sa respiration, et notamment tous les fans de football lisboète, puisque ce soir, il y a derby entre le Sporting Club Portugal et Benfica à suivre d'ici quelques instants, bien sûr, sur MySports 7. Et puis, il y a une deuxième mi-temps que vous pourrez suivre en direct ensuite, dès la fin de ce backcheck sur MySports One. Et vous l'avez compris, c'est chaud bouillant du côté de Lisbonne. Une rencontre commentée par Jean-Jacques Bessot d'ici quelques instants. Messieurs, on va parler de hockey sur glace. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Lugano ce soir. Lugano qui recevait Langnau. Sur le papier, hein, là, vous êtes l'entraîneur de Lugano, vous dites, bon, les gars, on a passé psychologiquement au-dessus de la barre. Trois victoires en 4 matchs en 2020. Bonne performance. Et on chope Langnau, qui s'en est pris 12 en 2 matchs face à Zurich. On a le tableau. Ça sent le match piège. Hein. C'est ça, Jean-Frédéric? On sait que de toute façon, ça ne se passera jamais comme... Il ne fallait pas parier, par exemple, parce que sinon on aurait pu se dire là, Lugano, ils sont dans une bonne séquence, ça va passer. Langnau, comme tu disais avant, plutôt dans un creux. Puis non, parce que Heinz-Sellers, je crois qu'on va arrêter de dire qu'il faut se méfier de ces équipes, mais on sait que de toute façon, ils vont se battre jusqu'au bout du bout. Donc, et puis on le disait avant, toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Donc une bonne petite séquence, finalement, c'est jamais gage de victoire le lendemain, même si on a gagné. Et je ne m'attends pas forcément à une victoire de Langnau lors du prochain match. En plus, c'est la lutte à 5 équipes, hein, 5 équipes pour quoi? Pour 3 places finalement, hein, c'est à peu près ça. Ouais, même. 4 défaites de suite, Langnau. Il restait sur 4 défaites de suite. Oui, et ben ils ont inversé la tendance ce soir du côté de Lugano à la Corner Arena avec un 0-0 après 20 minutes de jeu. Puis c'est Valker dans un tiers où finalement, au niveau de la statistique des shoots, c'est Langnau qui était largement devant, hein, Doug Boulanger, mais c'est bien Lugano qui peut ouvrir la marque. Valker sur un assist de Souris, 1-0. Et on sait que dans les matchs serrés comme ça, on se dit 33e minute de jeu quand même pour le premier but. Souvent, ça fait la différence. Valker, un bon tir, mais c'est une erreur des défenseurs. 2 défenseurs qui vont sur le même joueur, un petit manque de communication là-dessus. Puis Lugano s'est inscrit au score là. 44e, il y aura un pénalty manqué de Lajunen. Ça, c'est peut-être le tournant du match parce que 48e minute de jeu à 5 contre 4. Et c'est Schmutz qui va marquer, assist de Neukomm et de Robbie Earl. C'est même pas le premier powerplay qui marque, on va dire, du côté de Langnau. Mais celui-là, il fait mal quand même à Lugano. Mais Schmutz, il est bon. Hein. Il fait une jolie saison. En plus, visiblement, il a changé de ligne. D'habitude, ces derniers temps, il était avec Earl et Maxwell en première ligne. Puis là, j'ai l'impression qu'il était avec Nolan Diem sur la 3e ligne. Mais il le met bien. On n'aime pas accabler les gardiens. On est comme ça, messieurs. Kirchen peut-être pas forcément exceptionnel non plus. Ouais, il ne pouvait rien faire sur sa séance. Sur celui-là, par contre, peut-être qu'il est plus un bon. Sur Kirchen, qui est un des gardiens qui a le plus de matchs cette année. Hein. Pas de mauvaise saison du tout. C'est pas un kingpin, comme on dit, mais quand même. Regardez, c'est un 3 contre 2, un long déplacement droite-gauche. Et puis, c'est un joueur qui a un gaucher qui se présente, qui est en... Écoutez,
C'est pas un, excuse-moi, Un kingpin. Kingpin. un kingpin. Un king... C'est le boss, en fait. un kingpin, ça veut dire Oh, c'est ce que ça veut un dire. poteau, un vrai solide, un gardien de premier plan. Et Pessonen qui va asseoir définitivement la victoire des Emmentalois à la 60e minute de jeu dans la cage vide. On reste sur Chris Di Domenico, mais c'est bien là. Il Voilà. faut peut-être souligner un peu dans ce match, Langnau qui bloque 21 tirs bloqués. Ils ont trouvé un moyen de gagner. 37-17 les tirs au but, si je ne me trompe pas. 37-34. 37-34, oh pardon. En faveur de Langnau. Donc, ils ont trouvé un moyen de gagner, ils se sont mis devant les tirs, puis ils ont fermé le match. 7 tirs au but par Pessonen, qui est un des joueurs qui tire le plus au but de ce championnat. 7 tirs au but ce soir. 7 tirs au but, victoire de Langnau qui stoppe l'hémorragie quand même aussi un peu. Ben ouais, parce que- Langnau qui avait 4 défaites consécutives, on stoppe l'hémorragie. Les gardiens étaient bons. Poulenov est à 97 Turkirchen, 94,4 C'est un match qui était ouvert. On a dit 37-34 des tirs au but. Donc, petit score. Donc, Turkirchen a peut-être mal paru sur le deuxième. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, Turkirchen n'a pas une si mauvaise saison que ça. On sous-estime beaucoup. C'est un gardien qu'on critique, on dit qu'il n'est pas très bon, etc. On est allé chercher Schlegel parce qu'on sait que le deuxième gardien, il peut pas Mais si faire on va le- chercher Schlegel, c'est quand même qu'on se dit que peut-être Non, ce serait bien. c'est pas un tout- kingpin, je l'ai dit, c'est pas un top. Mais dans l'ensemble, il fait des assez... il a été bon cette semaine à Genève. Hein? Est-ce que c'était Domenichelli qui le voulait vraiment, Turkirchen, ou est-ce que c'était Abyss Reutinger qui l'avait pris avant? Puis tout d'un coup, c'est changement de directeur sportif, puis on se retrouve avec les outils qui ont été achetés par le prédécesseur. Ah ben ça, Bon, après, ils les sont gardiens, tous achetés par le prédécesseur. À part McIntyre, à part Spooner, qui est parti. Postma, Postma, qui vient de la même région que Domenichelli au Canada, qui rend des services. Hein. Il était sur numéraire cette semaine. C'est Chorney qui a joué encore aujourd'hui à 24 minutes de temps de glace, beaucoup de temps de glace pour Chorney. Ouais, de toute façon, Lugano doit faire avec les joueurs présents, ça c'est évident. Après, si tu choisis par rapport au gardien, c'était très compliqué après le départ de Mercikins, espérer que, etc. Puis encore pour la suite, on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit... ça fait pas les affaires de Fribourg, ça c'est clair. Non, mais il y a un autre club qui se frotte les mains ce soir et vous allez comprendre qui c'est d'ici quelques minutes. Mais tiens, on parlait de Fribourg-Gotteron. Deuxième match pour Fribourg, déplacement du côté de Davos. Et là, au stupeur, au tremblement, Doug Boulanger, pas de Reto Berra, il ne fait pas le déplacement, il se réserve, c'est ce qu'on a... Ça, c'est une mode. Hein. Sérieusement. Là, On c'est se une réserve mode. pour affronter Berne le lendemain dans le match, ok, sur le papier capital évidemment. Moi, et là, moi j'ai envie d'avoir votre avis, franchement, messieurs. Moi, c'est quoi le message que tu envoies à ton équipe? C'est ça, t'envoies le message à ton équipe que ce match-là, finalement, je dis pas que le petit Weber est pas bon, mais t'envoies le message à ton équipe que ton gardien numéro 1 doit se reposer pour demain. On met la priorité sur le match de demain. On se dit c'est trop dur d'aller jouer 2 fois 24 heures plus un long déplacement pour le gardien. Moi, je dis sérieusement, il faut arrêter. Là. Surtout dans la... Non, mais faut situation, arrêter, la là. situation. Non, mais... De toute manière, je pense qu'avec le début de match que Fribourg a fait, c'était catastrophique. Les gens étaient dans le bus, il n'y avait personne, c'était porte ouverte. Donc, porte ouverte, les gars étaient beaucoup trop agressifs en dehors des points d'engagement. Ils ont donné des cadeaux. Ouais. Et oui, Mais le clairement, message que tu Tu es clairement, en train de nous dire que finalement, que ce soit Berra ou Weber au but, ça n'aurait pas changé le scénario de ces 20 premières avec le début de match, je ne pense pas, clairement. Après, on peut parler du message qu'on envoie ou pas, mais quand on regarde les cadeaux qui ont été donnés ce soir... En fait, c'est simple. Hein. Tu as 1-0 après 31 secondes de jeu. Dubois qui va marquer. T'avais 3-0 après 3 minutes. Oui, c'est ça. C'est ça. Un shoot qui part, c'est un shoot des poignets, qui part en lucarne, il vient pas forcément très vite, il est bien placé, c'est clair, mais normalement, il est pas franchement masqué, mais c'est vraiment c'est très bizarre, parce qu'on disait si c'était le numéro 1, si Fribourg était premier ou deuxième, il n'y a pas de problème. Donner un jour off, ok. Là, quand on est à la lutte, puis qu'on est sous la barre, puis chaque match est important, c'est quand même très, très bizarre. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut. Quand tu dois prendre ton temps mort en tant qu'entraîneur après 3 minutes 4 de jeu, Tu l'aurais sais pris que là. la soirée va être compliquée. Attends, tu nous as dit, Guy, non, attends, qui c'est qui disait ça? Bob Hartley. Bob Hartley. Après 2 buts, tu prends ton temps mort. Après le 3e, tu changes ton gardien. Là, ils ont tout décalé. Ils vont le prendre, là, le temps mort. Après le 3-0, on a vu le but de Corvier à 5 contre 4. Prends un 0, tu prends une punition, tu prends le 2e, hein, quand même. Hein. C'est Un joueur qui est complètement seul devant la cage. Marc Vizère, Trop, qui a marqué trop le 3e. facile. C'est ce qui est les cadeaux dont tu parlais. Alors, la question est si Berra est dans le but, il l'arrête peut-être pas, c'est vrai. Mais c'est une question, là, il me prend le temps mort, évidemment.
c'est Sean Simpson qui discute avec les joueurs. Et on prend le 4-0 derrière, donc temps mort pour rien. Et là, on va changer de gardien. Et pourtant, Weber à la Coupe Spengler, puisque c'était à Davos, il était avec Cambridge, ça avait plutôt bien joué. Donc, Non, je pense pas, moi, que c'est la faute de Weber. Moi, je pense pas qu'on peut en vouloir à Weber ce soir, honnêtement. Mais le message que tu envoies, c'est que ton numéro 1, incontestable, qui fait de l'excellent travail aussi par les temps qui courent, connaît une très bonne saison, Berra. Bon, tu vas me dire, il faut faire jouer Weber de temps en temps aussi. Oui, c'est vrai. Et là, c'est Joël Eby qui rentre au but. Qui rentre au but, qui va capituler par Marc Vizère, une nouvelle fois. 15e minute de jeu, 5-0. Après 20 minutes de jeu, waouh, la claque. ouais, Quelle que soit la stratégie de départ, de toute façon, là, c'est un échec total. complètement. Il y a juste eu, pendant le tiers médian, où ils ont réussi à marquer 2 buts. Il y a eu... Mais c'était même pas une lueur d'espoir. C'était pour dire... Apparemment, ils ont touché 3 fois les montants, quand même. Pendant aussi, en plus des 2 buts pour cette deuxième période. Puis là, messieurs, on parle justement de cette deuxième période. On va remettre Weber au but. On entame la deuxième période. Je comprends pas. Moi, je vous pose, Peut-être la question. moi, je trouve que c'est une bonne décision. Écoute, si on regarde comment ils sont Tu veux revenus dire dans que le c'est match... ton vrai numéro 2, tu veux pas le cramer en disant ça? Non, mais on donnait le match à lui. Il n'y a pas eu le départ escompté parce que l'équipe ne s'est pas présentée. On le ramène, il fait le job. Est-ce que Eby était prêt à prendre 2 périodes comme ça avec le départ qu'il y a eu? Il y a plein de choses là-dedans qu'il faut prendre en tant que... Non, mais si on prend Eby, c'est quand même, faut le faire jouer. Et si on le fait rentrer, puis après on se dit, ouais, non, finalement, c'est ça qui est un petit peu bizarre, non? On a vu l'Opère marquer. On pense que Schliemann était encore un peu froid finalement dans cette rencontre. Il a donné un mauvais rebond. Et puis la réduction signée Kylian Motet. 5 à 2, 15e but de la saison quand même pour Kylian Motet. Là, la passe, c'était magnifique. Le jeu. Boychuk, regardez le coup d'œil de Boychuk. C'est facile. Kylian Motet a juste à mettre sa canne sur la glace et puis le puck arrive direct dessus entre les jambes du gardien. Fribourg qui gagne la deuxième période malgré tout. Donc, il perdait 5-0 après une, puis ils reviennent gentiment. Il y a eu une réaction, parce que c'était mal parti. On était parti sur un match de 10-0, là. Puis, est-ce que Davos, c'est toujours la même chose? Est-ce que Davos a levé le pied ou est-ce que Fribourg est revenu? On était parti sur une claque monumentale. De 10-0, là, je peux te dire que quand tu as 3-0 après 4 minutes, tu es plutôt parti sur un 58-0, un 57-0. Exact. Ouais, sur 4 tirs. Oui, Fribourg a bien réagi, bien sûr. Moi, je me pose toujours la question, messieurs, il y a une équipe qui gagne 5-0. Peut-être que vous levez un petit peu le pied aussi en deuxième période. C'est sûr. Tu prépares le match du lendemain. Surtout quand il y a un match 24 heures après. Si on peut économiser un poil de force. Le coach, il roule ses lignes. Coach plus, on fait jouer plus la 4e. Hein? Exact. Ouais, messieurs, mais le problème, c'est qu'il y avait une 3e période. Alors qu'en Fribourg, ou si Fribourg revient et gagne les 2 dernières périodes, tu peux encore construire là-dessus. Mais en 3e période, c'est Davos qui va assigner 2 nouvelles réussites. Début de période, en plus, on joue depuis moins de 2 minutes. C'est Baumgartner, assist de Tellenby. Regardez Baumgartner. Complètement oublié, Doug Boulanger, une nouvelle fois, dans la cage pour Bordeaux. C'était une nouvelle fois encore là-dessus. Tu as souligné aussi le bon travail de Baumgartner, puis une saison exceptionnelle du côté de Davos. Beaucoup de temps de glace, il fait des points, puis vraiment un joueur très intéressant. Oh oui, avec finalement le 7-2 signé, ou d'un petit jeune aussi, André Sandbull. Regarde, il n'y a peut-être plus la légende des 20 ans, mais par contre les mains, il les a toujours finalement. Je vois qu'il y a Stalder qui est un peu à la ramasse. Il y avait Ablanalp aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Ce soir, sur la glace, sur les buts davosiens, pas sûr qu'il ait fait un grand match. Mais... À la fin de la soirée, 5 des 7 buts étaient à 1 contre 0 contre le gardien. Donc, on peut tourner ça dans tous les sens. Je pense que le début de match leur a fait mal, puis après, c'est dur de jouer du hockey de rattrapage. La grande question, le grand débat, les gars, est-ce que les gardiens modernes d'aujourd'hui ne sont pas capables de jouer 2 matchs en 24 heures? Bien sûr que si. Écoute, en Suisse, on joue 50 matchs de championnat. Fribourg, ils sont pas en Ligue des champions, là. Ils sont éliminés de la Coupe depuis un moment. Oui. Reto Berra, à 32 ans, il n'est pas 39 ans, là. Il ne peut pas garder tous les matchs, ou à peu près. Est-ce que Fribourg a le luxe? Oui, on doit donner un peu peut-être au deuxième gardien, mais est-ce qu'on peut se permettre le luxe de prendre un soir off, de ne pas mettre ton meilleur joueur, parce que le meilleur joueur de Fribourg, c'est Berra? Et Motet, mais en l'occurrence. Et Motet, mais c'est le joueur le plus important, je dirais. Motet connaît une bonne saison, je disais. Mais
est-ce qu'on peut se permettre de le laisser à la maison pour le reposer pour le match du lendemain? Larry Ross, ici, il disait sur le plateau il y a quelques temps, c'est toujours plus facile de jouer à l'extérieur le vendredi à la maison le samedi. Parce que tu rentres tard, tu peux dormir dans le car, tu arrives, poses ton sac, rentres à la maison, finis ta nuit, un petit réveil musculaire à 11 h le matin, puis tu peux aller te recoucher toute l'après-midi. Tu es à la maison, tu es dans ton lit, tu n'es pas dans le car. Béra, il ne peut pas faire ça. Moi, ça me dérange. On entend ça du côté de la NHL aussi. Carey Price à Montréal, qui connaît une saison de misère comme son équipe, il ne peut pas garder 2 matchs en 24 heures. Non, mais il y a des gardiens comme Martin Brodeur à l'époque, des Patrick Roy, qui gardaient 70 matchs par année. Exactement. C'est plus dur de garder aujourd'hui qu'à l'époque, physiquement? Sincèrement? En Suisse, c'est 50 matchs. Tu ne peux pas me dire que Béra ne peut pas en garder 45, là? Moi, je ne comprends pas ça. Je suis désolé, je ne comprends pas. Il y a quand même une tendance à faire plus jouer les deuxièmes gardiens, effectivement, depuis quelques années. Hein. On voit que la répartition des matchs... Tobias Stephan avait l'habitude à Zug, qu'est-ce qu'on va dire, il y a peut-être encore peut-être 3 ans encore, de jouer la quasi-totalité des matchs de championnat. Le deuxième gardien, il avait juste droit à 2-3 matchs, peut-être un peu de coupe. Puis là, maintenant, ça a changé. Même à Zug, même Giannoni, on a vu que Hollenstein n'était pas mal du tout. C'est bien de faire... Moi, je suis content de faire jouer les jeunes, mais dans la situation de Fribourg, moi, c'est vraiment ça qui me frappe. C'est qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont dans le rôle du chasseur. Ils doivent aller chercher la 8e place. Est-ce qu'on doit préparer Weber pour l'année prochaine? Non, il part à Zurich. Il n'est plus là. Moi, j'ai rien contre Weber, mais là, je m'excuse, là, mais on lui doit rien maintenant. Puis il verra, vas-y, mon grand, t'es notre meilleur joueur, t'es le joueur le plus payé de cette équipe-là. C'est toi qui dois nous sauver des matchs. Puis il le fait très bien cette année. C'est ça, en plus. Tu t'en vas à Davos, des joueurs disent, bon, ce soir, match de gala, on rentre à la maison, puis on va se concentrer sur le derby demain. Parce qu'on gagne le derby, les gens sont contents. Comme tu n'as rien contre Ludovic Weber, on va l'écouter à l'interview, si tu le veux bien, après cette claque donc reçue par Fribourg-Gotteron ce soir. Ludovic Weber, on l'écoute. Ludovic, quelle soirée difficile, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier tiers où Fribourg n'était tout simplement pas là? Oui, exactement. Je pense on savait qu'il venait fort dès le départ. Il fallait qu'on soit prêt, puis malheureusement, on ne l'a pas été. Je prends un goal sur le premier shoot, ça aide pas. On prend une pénalité juste après, on encaisse, ça aide pas. Et puis eux, ils ont le momentum, et puis nous, on n'arrive pas à rentrer dans le match. Voilà, je pense j'ai une part de responsabilité, on a tous une part de responsabilité, mais j'assume pleinement mes erreurs. Comment vous avez vécu ce match? C'est pas facile, vous êtes sorti après 5 minutes 30, on va dire pas aidé par tout ce qui se passe devant vous parce que vous venez de résumer, vous revenez, ensuite ça va mieux, mais le mal est déjà fait. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est pas anodin de sortir du match, rentrer au deuxième tiers. Un peu comme si on recommençait le match de 0, mais c'est quand même 5-0. Après, on fait un bon tiers. Je pense deuxième tiers, on revient. On gagne ce tiers 2-0. Je pense que ça nous aide aussi. Mais voilà, après, à la fin, le mal était déjà fait, comme vous avez dit. Il faudra tout oublier. Préparer le derby contre Berne demain, on va dire déjà sur le match retour. Tourner la page rapidement. Exactement. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Hein. On ne peut pas reculer, on peut pas se morfondre. Là, on sait qu'on a des gros matchs qui arrivent. Malheureusement, aujourd'hui, on était vraiment pas là. Et puis maintenant, c'est à nous de montrer et puis d'aller chercher tous ces matchs qu'on peut, quoi, avec la manière. Et oui, il y a quand même 2 matchs de moins pour Fribourg par rapport à Berne au niveau du total des matchs. C'est peut-être là, tu parlais de luxe. Fribourg n'a pas le luxe. Mais encore un joker, peut-être, c'est ça un petit peu la différence, en effet. Ouais. Messieurs, on va faire une petite pause dans notre soirée de National League. On va parler du nouveau joueur de Lausanne, le défenseur, Philippe Holm, puisqu'on est allé à sa rencontre jeudi. Il venait de disputer son premier match face à Fribourg-Gotteron. Puis on a voulu connaître un petit peu ses attentes par rapport à cette nouvelle équipe. Et puis justement, ce qu'on attendait de lui, notamment au niveau du coaching de Ville Peltonen. On va regarder ce sujet signé Jérôme Beuchat, signé également Pascal Eberhardt et Angélique Revillon. Philippe Holm est le nouvel étranger du Lausanne Hockey Club. Le défenseur suédois est arrivé la semaine passée des États-Unis en provenance des Icehawks de Rockford en AHL. Il explique son choix. I had a good talk with Lausanne and felt that they really wanted to go all the way and win. So it just felt a good chance for me to come in and try to contribute and hopefully be a part of a winning team.
Lié au LHC jusqu'à la fin de la saison, Philippe Holm n'a jamais évolué en Suisse, mais c'est pourtant sur lui que les Vaudois ont misé. L'entraîneur Ville Peltonen justifie son choix. You have to see always what's on the market, and he's a good player. We know what he's been able to produce here in Europe, and he had that kind of opportunity for himself to release himself. So we're happy to have him. L'arrivée de Philippe Holm coïncide avec le départ d'un autre Suédois, Jonas Junland, un changement d'étranger en cours de saison qui n'a pas laissé indifférent le vestiaire lausannois, selon Joël Genadzi. C'est dur parce qu'on a quand même joué presque 4 ans ensemble, donc tu deviens un peu des frères. C'est ça que tu dois avoir un bon esprit d'équipe, et puis nous on a un bon vestiaire ici à Lausanne, donc c'est toujours difficile à lâcher le joueur qui part. Puis après c'est un autre travail d'intégrer un nouveau joueur, mais c'est clair que c'était pas facile, mais c'est un challenge comme tous les autres, et puis on était assez positif avec ça. Positif, c'est aussi l'état d'esprit de Philippe Holm lors des quelques entraînements auxquels il a participé ces derniers jours. D'ailleurs, son entraîneur compte énormément sur lui, Ville Peltonen. Well, he's going to be a defenseman who defends, and then we want everybody to join also the offense. So I think he has tools to become a good player for us, and also on the special teams, both sides. Philippe Holm a aussi une belle carte de visite. Champion du monde en 2017 avec la Suède, il a aussi évolué la saison passée en KHL et joué un seul et unique match de NHL en février 2018 sous les couleurs de Vancouver. Il revient sur cette expérience. It was a while ago, but yeah, of course it's fun to play the first game. But I was up there with Vancouver, and then I played first game against Vegas, and then I got traded to Vegas 2 days after. So yeah, that's what I remember. No, I just try to take as much as possible with me. Been playing a while now, like you said, a different couple of leagues. But just when I come here, just try to be the player I am, and just play my game, and hope we will succeed as a team. Gagner, Philippe Holm est évidemment là pour ça, lui qui n'a jamais remporté de championnat. Voilà pour ce sujet sur Philippe Holm. Jean-Frédéric de Betta, vous qui suivez très bien le Lausanne Hockey Club, on peut parler de vrais renforts du côté de Philippe Holm, parce qu'on nous dit d'un côté, écoutez, on a sondé le marché, on a regardé, et puis voilà ce qu'on a trouvé de mieux un peu. Alex, un champion du monde 2017, est-ce qu'on considère ça comme un renfort? Ce serait quand même présomptueux de dire non, je trouve. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, mais c'est pas parce que tu faisais partie d'une fois d'une équipe gagnante de championnat du monde que tu es forcément un kingpin. Non, mais... Quand on parlait de kingpin ce soir. Suède, quand même. Enfin, je veux dire, le pédigré, en tout cas, on se dit pas que c'est pour remplir un maillot. On se dit quand même qu'il va amener quelque chose. Et est-ce qu'il va amener autant? En Suède, il avait des stats qui sont assez honorables. Puis même en AHL, j'ai regardé un petit peu par rapport à Junland, par rapport à Tom Ernest, par rapport à Nygren. Ils sont à peu près de la même génération. Junland est peut-être un petit peu plus âgé. Il se défend bien au niveau des stats, au niveau offensif, par rapport à ces joueurs-là. Ce soir, il a joué, je suis étonné, moi on me l'avait présenté comme un joueur axé plutôt sur la défensive. Ce soir, il a joué 3,31 en power play. Donc, peut-être qu'il va avoir un rôle plus offensif, comme tu le disais, toi. Ouais, moi, je l'ai vu à l'entraînement cette semaine. C'est un défenseur extrêmement mobile, qui distribue des bons pucks, qui a un bon puck management. Il est vraiment bon à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on va avoir peut-être une bonne surprise du côté d'Holm. Une bonne surprise, messieurs, du côté de Lausanne. On intègre un joueur dans les circonstances qu'on sait. Finalement, Jean-Frédéric, avec un paria d'un côté ou un joueur qui est devenu un peu pas. Bah oui, quand même, paria. C'est facile, c'est un étranger en plus. Bah, vous l'avez à disposition, vous jouez pas. Vous jouez à 3 étrangers, vous gagnez. On dit qu'on ne change jamais une équipe qui gagne. Non, mais on peut quand même prendre un renfort supplémentaire, effectivement. Lausanne, là, ils ont 4 matchs en 21 jours, quelque chose comme ça. Je crois Jérôme Renard le disait dans 24 heures. Puis alors la suite, change. Puis la suite, c'est quasiment... Il reste 13 matchs en même pas un mois. Donc là, il va falloir cravacher. Il y aura beaucoup de matchs. Il y aura du rythme. C'est juste avant les playoffs, ou peut-être pas. Enfin, je veux dire, Lausanne est quand même dans une situation... Ils ne sont pas sortis, là. Il ne faut pas se dire que c'est réussi. Mais donc... Plus vous avez de joueurs, Yann Aston est encore à la recherche d'un 5e étranger. Il le promet depuis le mois d'avril. Donc on n'est plus à ça près. Il sera plutôt en attaque, normalement. Bon, il attend de savoir ce qui va être sur le marché. On rappelle que c'est jusqu'au 15 février. On peut prendre des joueurs étrangers sous contrat. À voir, mais en tout cas, je pense que
tout est bon à prendre, surtout de ce calibre-là. Hein. On ne parle pas d'un 8e défenseur, on parle quand même d'un top 4. Donc, il a joué plus de 20 minutes ce soir, c'est 20 minutes 35 exactement. Et il faut lui laisser aussi du temps, effectivement, les petites glaces nord-américaines. On a toujours vu avec Joris, on l'a vu au début de saison, on le trouvait très bon, on trouvait qu'il avait un bon sens du jeu, qu'il abattait de bonnes tâches défensives, mais ça ne marquait pas autant de points qu'on pouvait s'attendre. Puis tout d'un coup, Berchi l'année d'avant, Vermin quand il est rentré, chaque fois, il y a ce petit moment où il faut... Temps d'adaptation. Rappelant cette année. Exactement. Et après, quand ça revient, on se dit, ah ouais, finalement, il n'est pas si mal, ce joueur. C'est ça, puis il lui reste un peu plus d'une dizaine de matchs pour être pas si mal, Philippe Holm, du côté lausannois, pour être au top. On va voir un kingpin, on va voir si un kingpin, oui. Ça va être l'expression de la soirée, messieurs. En tout cas, on la note. On va parler de Lausanne. Revenons à notre soirée face à Berne. Ça, c'est toujours sympathique, parce que quand vous avez Yalonen d'un côté, quand vous avez Peltonen de l'autre, et pour l'instant, c'est souvent Peltonen qui prend l'ascendant finalement sur Yalonen. Ça a été le cas encore durant une partie de cette rencontre. Ça a été très serré une nouvelle fois entre Berne et Lausanne. C'est vraiment deux équipes. Pourtant, c'est du copier-coller au niveau du jeu, Stéphane. Oui, ça se ressemble beaucoup dans les styles. Je trouve que Lausanne joue beaucoup moins défensif ou passif que l'année dernière. On va beaucoup plus vers l'avant. Et il me semble que Berne aussi. C'est un petit peu moins soporifique que ça l'était par les années passées. Et là, on a mis un puck vers la cage avec un joueur avec du trafic. C'est un beau type. Belle déviation vers l'intérieur, ramène vers lui. Puis Kenny s'est dit, oh, la rondelle, oh, Joris, oh, goal, 1-0 après 20 minutes de jeu. Ça arrivait un petit peu comme ça. Non, c'est un peu réducteur. Le 2-0, tiens, vous aimez les erreurs défensives, Stéphane, cette fois-ci, elle va te faire plaisir. Celle de la 24e minute de jeu. La relance bernoise, Pam et Yannick Heron qui ne va pas pouvoir battre Karunen. 2-0 après 20. Oui, c'est le jeune Mika Einauer là, qui a voulu remettre du revers derrière lui le long de la bande, puis il a raté son contrôle. Je vais prendre sa défense ici. Là, c'était pas un mauvais choix. Oui, mais c'était pas un mauvais choix de jeu. Il a pris l'intérieur. Il a pris l'intérieur pour donner du temps à son ailier sur la passe. Oui, il a voulu l'effectuer du back-end, du revers. Mais quand on regarde, c'est vraiment l'exécution qui a manqué sur le jeu. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Moser pour la réduction du score, 36e minute de jeu, Simon Moser dans son bureau, Jean-Frédéric. Ouais, rien de plus à dire, j'allais dire de toute façon Simon Moser. Un but à la Simon Moser, c'est quasiment le meilleur en Suisse pour ce genre de but aussi proche de la cage. Il est si bon, le si mou. Il fait un travail très nord-américain. Exactement. C'est un joueur qui, avec un peu plus de patins, joue en Amérique. Oui, il est excellent. C'est réussir à ramener des pucks qui sont dans les patins. Il se les ramène toujours sur la palette puis il trouve un moyen de les enfiler. Ça, c'est un skill. C'est un skill. C'est pas à chaque fois il la pousse au fond. Là, il la ramasse du patin, il se la ramène puis il est quand même assez patient pour marquer ce goal. Un but importantissime pour Berne, parce que 2-0 après 40 minutes de jeu, c'est pas la même limonade. Mais ce but, il va permettre aux Bernois de bien entamer la troisième période, à l'image de Mourchak. Mourchak, et on l'a dit, Berne qui alignait souvent McDonald, et puis Mourchak ensuite qui revient, parce qu'ils ont de la peine à marquer des buts, et marque des points et des goals, assise de Bett et de Bloom. Oui, regardez, bon échange de rondelles entre Bett et Bloom. Il est absolument seul. Le gap, là, il y a quelqu'un qui a laissé Murzak un petit peu. Le travail défensif de Jeffrey, là? Je suis pas sûr que c'est Jeffrey, c'est plutôt Lindbaum et Frick qui étaient les deux sur le même joueur devant le cas. Il y en a un qui doit monter, ils vont la donner trop Frick doit sortir avec son stick on puck, puis malheureusement, il a été trop passif sur cette séquence. Tristan Chervet qui va driver le net et finalement Ruffenhardt, on va le voir avec ce puck juste avec la caméra au-dessus du goal là. Puck qui va mourir sur le poteau de Tobias Stéphane et finalement l'opportunisme de Ruffenhardt complètement oublié un petit peu quand même là par Joel Denadzi qui est pas très heureux sur la séquence. Il était de la harponner, regardez, il est sur lui. Le bloc, il cherche le bloquer plutôt qu'à jouer le puck. À mon avis, s'il n'y a pas de but sur cette séquence-là, il y a deux pénalités. Il y a Grossman qui a vraiment harponné, qui a tenté de tirer le gant de Chervet, vraiment comme on faisait à l'époque, on tirait le gant d'en haut. Chervet a passé sa main, donc là, pour moi, il y avait 2 minutes. Et puis ensuite, il y a Genadi qui retient Ruffenhardt, qui réussit à se dépatouiller. Donc, Pour les gens à la maison, moi, je veux quand même donner crédit à Ruffenhardt qui termine au goal. La plupart des joueurs auraient continué leur course. Lui, il finit là, puis c'est lui qui le pousse au fond. Puis ça, c'est que des habitudes. Que des habitudes de travail qui reviennent. Puis là, ça a payé pour lui ce soir.
Un but de gratteur, comme on dit, de la part de Thomas Ruffenhardt. Ensuite, il y avait des joueurs qui fêtaient un bon chiffre parce que Beat Gerber, ce soir, il dépassait en nombre de matchs avec le CP Berne la légende de défense Jobin. Et il s'est reçu, le pauvre, regardez. Il y a une meilleure manière de fêter des anniversaires. Regardez. Très dangereux. Toujours très dangereux. Le puck qui est parti directement en l'air, le Grossman a tiré haut. Et ça, malheureusement, ça arrive quand un joueur tire comme ça sur réception. Le tir est un peu trop haut, trop croisé, directement au visage. Voilà, ça arrive régulièrement. Oh, mais Grossman n'a pas marqué de but cette année, donc c'était normal, il n'avait pas tiré au goal. Il a forcément touché un pigeon ou je ne sais pas quoi. Il a touché les Gerber. dents de Gerber. Il a touché Gerber, en effet. Allez, messieurs, on va voir l'égalisation de Lausanne qui va quand même ramener un point ce soir. Corey Emerton, 58e minute de jeu. Corey Emerton, bien seul là dans le slot aussi du côté. C'est récupéré le puck entre les jambes, c'était magnifique. Oui, sa récupération de rondelle, la garde ici. Sous pression en plus. Non, magnifique goal. Ouais. Et très important pour Lausanne. Belle petite passe de fric aussi. Hop. Ouais. C'est le move de la soirée. On dit qu'il jouait blessé légèrement, hein, c'est mon Emerton? Compagnon Grégory Beau qui disait que... Selon ses informations... Ça ne l'étonnerait pas en tout cas qu'il joue blessé. Et puis Jérôme Renard en a rajouté une couche dans son article en disant que serait-il blessé. Donc possible que ça explique que... Parce qu'Emerton avait de la peine ces derniers temps. Il avait, je crois, 2 ou 3 assists seulement sur les 14 derniers matchs, quelque chose comme ça. Alors qu'il avait été quasiment le meilleur joueur de Lausanne au début du championnat. Ouais. Et on pouvait compter sur lui quand Jeffrey avait une baisse de forme. Oui, il avait été bon. Il avait steppé up, comme dit Stéphane. Et il avait pris le rôle de Jeffrey. C'est d'ailleurs lui qu'on a gardé et pas Jeffrey pour l'année prochaine. Question de sous. Tu dis ça, toi. Selon tes informations, c'est une question financière. Mais Emerton coûte moins cher. C'est une question financière, mais il y en a qui coûtent Emerton coûte moins cher que Jeffrey. Visiblement. Visiblement. Alors, c'est une rumeur qui nous a lancé ce soir. Ça, j'aimerais bien voir ça. Ben, en tout cas, peut-être. En tout cas, j'en sais rien, mais Jeffrey, je vous rappelle qu'il va jouer du côté du CP Berne. Donc, comme était meilleur Alex Châtelain a dû aligner le chéquier, là. Oui, je pense. Messieurs, il y a encore un but quand même dans ce match, parce qu'il faut un vainqueur. On en reste à 3 partout après 60 minutes de jeu. C'est les prolongations, ça va aller très vite en prolongation, puisque c'est Anderson qui va finalement récupérer ce caviar signé Arcobello et pouvoir pousser ce puck. Doug, au bon endroit, 4-3, victoire de Berne. Oui, belle passe d'Arcobello. Peut-être à noter derrière le goal, quand tu arrives en 1 contre 1, tu dois éliminer la canne du joueur. Puis là, malheureusement, tu as 2 joueurs qui jouent le puck. Le puck sort du côté de Berne pour Arcobello, puis ça te coûte le goal en prolongation. Victoire importantissime de Berne, messieurs, ce soir. Vraiment très, très importante. Et Berne, on le verra tout à l'heure, qui fait la bonne opération au classement, puisqu'on a vu la défaite de Lugano. On a vu la défaite de Fribourg-Gotteron. Oui. Et le grand gagnant, c'est que 2 points. C'est peut-être la bonne nouvelle, finalement, pour les autres, pour Fribourg surtout. Mais c'est quand même une victoire pour le CP Berne. Défaite de Lausanne ce soir. On va écouter tout de suite la réaction d'un certain Cody Almond. Cody Almond, Lausanne lose after overtime here in Bern. You had everything in your hands to do better. Yeah, I think ultimately they came out in the 3rd period and just played more desperate than we did and kind of outworked us. So we were fortunate to have a good play by Frick and Emerton there to score the tying goal. And fortunate for Toby, he played amazing tonight, but I think in the long run we got outworked. You're playing almost only once a week. How is that for a rhythm when you're used to play 3 times a week? Yeah, we've had a really busy schedule, so it's definitely a different change of pace. I think I prefer to play more games, but you know, you have to stay focused. You have a long week to prepare for one match, so it's tough when you lose because you end up thinking about it the whole week. But we get some time to rest here, so we can rebound and get ready for the next one. Thanks, Cody. Jean-Philippe qui dit vous perdez ce soir, vous aviez tout pour bien faire dans les mains. Oui, il a dit, écoutez, je pense que Berne est sorti plus désespéré, more desperate en 3e période, avec plus l'envie d'aller la chercher. Il dit, heureusement, on a quand même été chercher un point avec l'égalisation de Emerton. Puis Stéphane, il dit que Topias Stéphane a fait un excellent match pour eux. Il lui parle ensuite de la cédule du calendrier de Lausanne qui est, comme on l'a dit, très peu de matchs, un match par semaine plus ou moins dans les prochaines semaines. Il dit que lui, il n'aime pas trop ça. Il préfère être plus occupé, il préfère jouer plus de matchs et s'entraîner un peu moins, comme à peu près 90% des hockeyeurs.
Et puis qu'ils disent l'inconvénient de ne pas jouer souvent, finalement, c'est que tu as toute la semaine pour penser à ton match. Donc, tu tergiverses sur ton dernier match et puis sur le prochain, au lieu de passer à un autre appel, comme on dit. Est-ce que j'ai raté autre chose? Bon, en général, il dit qu'en troisième période, Berne a travaillé plus fort puis qu'il méritait le sort qu'ils ont connu. Ah, les calendriers compliqués, hein, ces histoires de nouvelles patinoires, de JOJ, etc. etc. Mais ça, ils le savent. Oui, ils l'ont. Alors, conférence de presse d'avant-saison, Yann Alston explique devant la presse. On sait déjà, on aura le calendrier qui va être embêtant. On n'a pas la nouvelle patinoire au départ, donc les 3 premiers matchs seront à l'extérieur. Et puis, gros problème avec les JOJ, où on devra aller jouer 4 matchs sur la route. Mais ce n'est pas une excuse. On va tout donner, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'on considère ça comme une excuse. Donc, il a été très clair dès le départ et il ne s'est pas caché derrière un calendrier compliqué. Très bien. Rendez-vous dans 3 matchs et puis on verra si le discours a éventuellement. Petite anecdote sur Yunland, tu dis qu'il s'entraînait à Morges cette semaine? Oui, ils sont entraînés à Morges. Je ne sais pas quand est-ce qu'il n'est pas de retour en Suède? Il n'est pas encore de retour en Suède. Il s'entraînait sur la glace à Morges cette semaine. Mais là, il est libre de tout contrat. Il pourrait s'engager avec un club suisse? Je ne sais pas c'est quoi les termes du contrat, les clauses, mais... Il est encore en Suisse, donc. Cette semaine, il était encore en Suisse. Oui. Sa femme a un bébé, d'ailleurs, non? Je ne sais pas. En tout cas, sur Instagram, il a mis « unemployment » avec une photo du lac. Donc, pour montrer qu'il était sans emploi. Totalement libre. Voilà. Totalement libre. Donc, on pensait qu'il s'était engagé en Suède, non? À Linköping, mais ce sera en tout cas visiblement plutôt pour la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont attendre... juste faire la fin de saison? Visiblement, pour l'instant, pas encore, mais qui sait? Peut-être que lundi, on apprend qu'il repart en Suède. On verra. Affaire à suivre. T'en sais des choses, toi, hein, quand même. C'est lui qui m'a dit, c'est pas moi. Hein? Et des fois, il y a d'autres qui me disent, mais là, cette fois-ci, c'est lui qui m'a dit. Tu veux un derby? Oui. Ah, c'est le derby du lac de Zurich. Cette fois-ci, tu sais qu'en Suisse, c'est petit. Ouais, il y a le lac de Genève, il y a le lac de Zurich, c'est ça? Non, il y a le lac Léman. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il ne faut pas que je dise ça. C'est le nom officiel. Il y a le Vaudois qui, au bout de la table ici, me regarde avec des gros yeux. Rapperswil, ZSC Lions dans une ambiance de folie du côté de la St. Caller Arena. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des maillots spéciaux. C'est toujours la fête, évidemment, quand vous avez un petit peu David contre Goliath. Vous voyez, vous avez Rapperswil contre les ZSC Lions. C'est pas le même palmarès, forcément, donc il y a de la motivation supplémentaire. Puis surtout, il y a un but annulé. Regarde, Stéphane, première minute de jeu. C'est Rowe, le Rowe de Rapperswil, qui va ouvrir la marque pour Rappi. On joue depuis, regardez, 1 minute de jeu. La joie, évidemment, des fans de Rapperswil. Le maillot spécial. On va aller voir, regardez, les linesmen. Regarde. Oui, c'est bon, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu, c'est clair. Regarde où il est, le niceman, regarde le geste. Alors explique-nous, Stéphane, exactement. Non, mais tu me diras, moi je m'acharne. Mais tu nous as expliqué. Je sais pourquoi. Tu nous as expliqué 12 fois. Que c'était difficile. Regarde, tu nous as dit, tu peux le refaire une fois. Je vous ai dit que c'est difficile pour un linesman. On va revenir parce que là, on est encore sur l'image. Alors, je vous ai dit ici en plateau, et c'est enregistré, je ne peux pas le nier, que parfois c'est difficile lorsque vous regardez le puck qui traverse là-bas et le joueur qui est peut-être hors jeu est proche de vous ou l'inverse. Donc, c'est difficile pour le champ de vision. Et là, tu es en train de me dire, tu es content parce que tu me prouves que là, c'était pile devant lui, puis il a quand même loupé le puck et le joueur était devant lui. Ah non, il l'a pas loupé. C'est pas qu'il l'a loupé, Stéphane. C'est que pour lui, il a regardé, il a dit, il n'y a pas. Oui. Voilà. Alors, il faut dire aux gens que vous avez le droit de entrer en zone adverse en patinage arrière. Ça, c'est le même but, oui? Non, oui. C'est le même. Alors, on va revoir la séquence. Vous avez le droit de rentrer dans la zone en patinage arrière, donc vos propres patins avant le puck. Dans la mesure où vous prenez le contrôle du puck, vous avez le contrôle du puck et que vos 2 patins sont sur la ligne bleue au moment que vous prenez le contrôle du puck, ce qui n'est pas le cas. On peut peut-être... Je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que tu vas trouver, quoi? Je ne peux pas vraiment le défendre parce que ça me semblait assez évident. Son positionnement était bon. Il était parfait. Mieux que ça, tu ne pouvais pas. Alors, c'est juste la décision qui était mauvaise, en fait. C'est juste la décision qui était mauvaise. Peut-être qu'il a eu. Qu'est-ce que tu vas trouver? Non, mais attends, moi, je suis intéressé. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas trouver? La parole est à la défense, vas-y. Aucune défense possible, c'est une erreur, ça. Il a fait une erreur qui, heureusement, on peut les corriger cette année. Donc, finalement,
C'est pas si grave. Non, c'est pas si grave, bien sûr. Pas de souci. Absolument. On est d'accord avec toi. J'ai eu peur. J'ai trouvé quelque chose, là, franchement. Attendez, il y a Carlos Ghosn qui appelle pour que tu sois son avocat. Hein. Allez, messieurs, 0-0, mais 1-0 quand même pour Rapperswil après 20 minutes de jeu. C'est bien les Saint-Gallois qui vont trouver l'ouverture. 13e minute de jeu, un peu qui peut-être est dévié. On va donner ce but à Juraj Šimek, mais ils sont peut-être que c'est Phil Baltisberger, le défenseur qui touche ce puck en dernier. Non, c'est le défenseur de Zurich, je pense. C'est la canne du défenseur de Zurich, je pense. Donc Christo, on devrait le donner normalement à Christo, ça va être corrigé d'ici une petite heure. Minuit. Ils en sont où à peu près là? C'est les deux jumeaux qui vont s'occuper de ça. Donc on a psou Johnny Ortio sur ce truc, c'est pas sa faute. Absolument, ouais, parce qu'au niveau de la mitaine, c'était un petit peu bizarre, mais il y a une déviation devant lui. Allez, le deuxième, qui ne doit rien au hasard, Chervenka, cette fois-ci à la conclusion. Je te rassure, c'est pas sa faute non plus sur celui-là. 43e. Le défenseur, là, le dernier, là, le 24. C'est Baltisberger. Oui, puis en fait, ce qui arrive, c'est que dans un scénario comme ça, dès que tu as pris une décision, tu dois rester avec ta décision. Donc, c'est important. Il aurait dû rester avec le joueur. Malheureusement, il s'est compromis, puis il n'a pas été capable de le garder. C'est Chervenka en face. Mais Chervenka, ce qu'il est bon offensivement, c'est presque 1,5 point par match cette année. C'est lui qui a de loin la meilleure moyenne de points par match cette année. Chervenka, offensivement, c'est lui encore, regardez. Garde. Vitesse, tac. Hop. Et merci, au revoir. 3-0 pour Rapperswil. Quel instinct offensif. Il faut regarder là comment il coupe les mains du défenseur sur cette séquence. Il prend le temps de couper les mains, se faire de l'espace, et là, il récupère, puis ce qui lui permet d'avoir une finition. Wow! La fin était magnifique. Ouais, puis d'arriver aussi proche de Ortio. Chervenka, on savait que c'était un joueur exceptionnel. Très talentueux. Simplement, effectivement, il a un âge un peu plus avancé. On se souvient qu'avec Zurich, ça n'avait pas bien marché parce qu'il avait eu un problème de santé. Ouais, puis en plus, il s'est retrouvé dans une équipe qui n'a pas bien marché du tout. En plus. Voilà. Bah bon, c'était quand même Zurich, quoi. Mais on se souvient de lui à Fribourg, il était vraiment très très bon aussi. Mais là, finalement, à Rapperswil, c'est lui la tête de pont, c'est lui le joueur vedette. C'est clairement la star, mais elle répond présente. On pourrait dire, mais qui est-ce qui va arranger son spleen là-bas à Rapperswil? Ok, tu ne dois pas déménager, d'accord. Mais là, il l'a dit, il est resté là-bas pour ses enfants. Oui. Parce que ses enfants sont scolarisés à Zurich, il ne voulait pas les changer d'école. Donc, il a juste déménagé d'un bout du lac à l'autre. Tu peux les jouer à Berne et puis garder tes enfants scolarisés à Zurich, je crois que tu t'en sors. Ce qui le rend si bon, c'est sa capacité à se séparer des autres joueurs. Donc là, sur cette séquence-là, il est patient. Il coupe les mains du défenseur, il se libère. Puis la plupart des joueurs auraient probablement forcé le shoot ou auraient forcé le passage, puis ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Lui, il lâche le puck, il prend position. Par la suite, il a une bonne patience, puis il sort hors de ses culottes. Il sort le défenseur de ses culottes. Oui, et Rapperswil est bien content de l'avoir 3-0. Stéphane, on va analyser une charge. J'ai pas vu celle-là. De Marty c'est un match surprise pour moi, ça. Sur Huster, me semble-t-il. Regarde en bas de l'écran. Oh, comme ça, elle a l'air assassine, mais s'il y a... Il n'y a rien eu. La question est de savoir où va l'énergie. C'est très dangereux. En retombant, il aurait pu se taper la tête. Peut-être qu'il l'a tapé même. Écoutez, c'est une situation honnêtement très difficile à lire. La question est de savoir où va l'énergie. Je peux faire un parallèle avec la charge de Wingles. Parce qu'à mon avis, le shot, full body contact, le corps et le menton probablement en même temps. C'est une très dure mise en échec, comme on en voit rarement. Il est porteur de la rondelle, il ne saute pas, il n'y a pas d'extension du corps. Techniquement, la charge, elle est correcte. Ce qu'il faut voir, là, c'est où est le contact. Est-ce que le contact principal, le point d'impact principal, c'est la tête? Messieurs, je vois très bien. Est-ce que le point d'impact principal, c'est la tête? Non, moi, je pense pas que c'est la tête. Mais dans le scénario, c'est un gaucher. Hussler, c'est un gaucher qui va récupérer un puck. Il vient de reprendre le contrôle du puck. Il essaie de faire un chip pour lui-même ou pour le joueur qui s'en vient. Puis, il l'a pas vu. Donc, tu récupères ton puck sur ta gauche. Il est sorti de nulle part et il s'est fait assommer. Donc, au niveau du timing, elle paraît très, très méchante. Mais pour moi... la canne est sur la glace. La canne est sur la glace. La canne est sur la glace. Ça je veux dire, c'est une difficile. C'est une très difficile. Jean-Fred?
Moi, je vous écoute, hein. Honnêtement. Quand on la voit comme ça, moi, je fais... Parce que ça me fait peur, parce que je vois le casque qui gicle, donc je me dis, aïe, 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 il faut protéger ses joueurs. Effectivement, quand là, on se dit la tête, forcément qu'elle a tapé la glace quand il est retombé. Mais c'est possible qu'il ait pris le corps, honnêtement. C'est impressionnant. Bon, là, il y a là, le casque, là, je vais quand même vous dire un truc. C'est qu'il honnêtement, son casque n'est pas attaché. Voilà. Parce qu'il y a un règlement sur la jugulaire. Hein. C'est deux doigts. Index. Un index. Un? C'est un index. Bon, t'as arbitré plus longtemps que moi. Non, mais... non, mais dans le règlement, dit que ça doit être porté. Il y a beaucoup de joueurs qui ont la jugulaire ici parce que c'est du confort. Oui. Mais là son casque, soit il n'est pas fixé correctement... Il doit pas gicler comme ça. Non, il ne doit pas gicler même. Non, c'est pas normal. Okay. Donc là, il se met en danger en portant un équipement de façon pas très appropriée. Mais le contact, je vous dirais que là, je suis juge ce soir. En général, je prends position, mais là, celui-là, je la trouve... je la trouve très, très, très difficile. Imaginez, moi, ça fait 4 fois qu'on le voit, j'ai toujours pas d'idée. Donc, imaginez les arbitres qui ont choisi de ne pas donner. D'accord. On peut donner peut-être dureté excessive, on s'en sort avec un 2. C'est ce que je dis toujours aux arbitres quand je leur parle. J'ai pas mal de contacts encore avec les arbitres. Je leur dis, quand vous ne savez pas, les gars, vous donnez dureté excessive, c'est bateau. Le règlement, il dit, quand vous jouez de manière inutilement brutale. C'est bateau, c'est 2 minutes. Mais charge contre la tête, je ne suis pas sûr. Ça me fait penser à la charge de Wingels. C'est un full body contact. Il chope tout en même temps, éventuellement le menton. Un peu plus haute que la charge de Wingels quand même, un peu plus violente, évidemment. Mais là, il le voit pas. Non, mais Wingels, il l'a vu arriver. Si. Là, il le voit arriver. Mais là, s'il ne le voit pas, c'est sa faute. Ça fait partie du hockey. On a l'impression qu'Husler, c'est au dernier moment. C'est qu'une fois qu'il a lâché le puck, il se tourne comme ça, et puis là, Non, mais d'accord. Tu es en train de nous dire... Non, mais attends, je suis d'accord. Il y a le train. Mais maintenant, explique-moi, là. On parlait ce matin, en début d'émission, là, messieurs, là, on a vu Noah Rod prendre Bertadja. Il l'a pas vu arriver. Oui, mais c'est à la tête, parce que Bertadja a la tête. Si Husler a la tête 5 cm plus bas, là... Tu vas me dire que c'est un full body contact. Il lui casse le nez, c'est total. Non, c'est ça, mais... Alors, en fait, tu es en train de me dire, finalement, on ne peut pas accuser Marty d'avoir fait un jeu dangereux parce que c'est un full body contact sur la charge. Non, mais il faut prendre position par rapport au puck aussi. Là, Husler, c'est un gaucher qui va chercher un puck à la bande. Donc, de toute façon, son corps est fermé. Sa vision, sa périphérie, elle est obstruée. Il a son épaule devant, il va chercher un puck, il récupère ce puck, il n'a même pas le temps de tourner puis reprendre son information. Donc, c'est la faute à Marty. Marty doit savoir que l'autre ne l'a pas vu, il doit ralentir. Non, ou tu dis que c'est la faute à celui qui s'est fait Non, parce que Marty, il ne faut pas oublier, il y a un joueur qui back-check sur Husler au même moment, puis Marty sort du centre, puis personne ne peut le voir venir. Donc, oui, elle fait pas plaisir à voir, mais je pense pas que c'est un attentat. Moi, je pense aussi. Là, je veux dire, les gens vont me dire à la maison, mais c'est incroyable. Mais c'est le hockey, finalement. Quelque part. Marty, il n'y a pas d'élévation du corps, il n'y a pas de coude, il n'y a pas la canne à la hauteur du visage, il y a la canne sur la glace. On n'aime pas voir ces gestes. C'est pas nécessaire, peut-être, mais là, c'est difficile. Moi, sur celle-là, je prends un joker. Mais ça me fait penser à la charge. Vous vous souvenez de la charge de Sprunger sur Rubin en play-off? Quand l'autre, il avait la pommade éclatée, là? Vous vous souvenez de ça? En play-off? Sprunger sur Rubin, quand Rubin jouait à Genève. Ça fait éclater la pommette. Je me souviens, j'étais à la télévision ce soir-là, et puis je me souviens d'avoir dit « Ouh! » Très difficile. Très. Ça, c'est vraiment un cas très difficile. Il y a 10 personnes qui vont la regarder, il y en a 5 qui vont vous dire un truc, 5 qui vont vous dire... OK. À ce moment-là, de nouveau, moi, je me fais un peu l'avocat du diable là-dessus, hein, messieurs. Très bien. OK. Sur les images, on ne peut pas incriminer Marty. C'est quand même une charge dangereuse. Elle est correcte, elle est quand même dangereuse. Oui. Marty, en début de saison, il m'a fait 2-3 comme ça. Il s'en est bien tiré. Là, il est au milieu de glace, il est pas... T'as pas la bande pour te récupérer si jamais. Tu es quand même assez proche de la bande, mais il n'y a pas le plexi. C'est pas un enfant de cœur. Non, mais tu dis quoi, c'est un défenseur qui va s'en sortir. Un défenseur qui est très dur dans notre championnat. C'est un des défenseurs qui donne les plus grosses mises en échec. Il est costaud, puis il aime ça. C'est le successeur d'Elbling, un peu? Ah, Ebling n'était pas un plus stupide que ça. Je suis désolé, mais Ebling était stupide. Moi, je l'ai arbitré, Ebling était en dehors de la glace. Sur la glace. En dehors de la glace, c'était très intelligent, très calme, très posé. Mais sur la glace, c'était une stupidité monstrueuse, quoi. Je veux dire, c'est le gars qui te faisait un truc complètement débile, puis il disait encore qu'il l'avait pas fait, quoi. Marty, c'est pas ce genre de joueur. Je pense pas. Bon, il avait aussi dit contre Barofner qu'il ne l'avait pas fait, alors qu'il l'avait pris avec le coude à hauteur de la bande. Ouais, au début de l'année, il aurait dû être suspendu, on l'a dit sur le plateau aussi. Il s'en est bien tiré contre Zug, hein? On va voir ce que ça va donner, messieurs, parce qu'on a été quand même surpris alors, pile ou face? 2-3 fois.
Est-ce que Wingel, Vous pensez quoi? On va juste un vote. Il va être suspendu ou non? Je dirais que non. Non. Moi, je pense que non aussi. Bah non, parce que le Alex, rapport de l'arbitre, il va regarder le rapport de l'arbitre, puis il va dire... Mais tu veux que moi, je vais dire oui. D'accord. Mais j'ai pas... Demain, on reçoit un mail ouverture d'enquête. Alex avait raison. Ah non, mais j'ai pas peut-être. envie de me réjouir d'un côté comme de l'autre, de toute façon. Difficile. Allez, messieurs, 3-0 pour Rapperswil. On va quand même retenir ça ce soir face aux ZSC Lions. On va passer à Bienne, Genève-Servette. Genève-Servette, 2 défaites consécutives après une belle série de 7 victoires. Puis à Bienne, il faut commencer à cravacher avec des points. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné après 60 minutes de jeu. Un match qu'on annonçait intéressant sur le papier. Il y a eu beaucoup de buts dans les 20 premières minutes de jeu. Ça a été très débridé finalement. Une ouverture du score de Genève-Servette. Le Coultre qui va pouvoir bénéficier de cette passe de Wingel. C'est Stéphane qui nous avait analysé cette réussite. C'est un mauvais changement. C'est Nian Schwander qui change sur le back-checking. Puis Schneider, il vient de rentrer sur la glace, là. Et le Coultre a très bien lu cette situation. Il a profité du changement pour battre son joueur, le joueur de l'autre côté qui est responsable de lui. Bon contrôle, bon tir. Et là, je pense qu'il a l'échappé quand même. Hein? Oui, je pense qu'il aimerait la revoir. Il aimerait la revoir, on est d'accord. Le retour des buteurs du côté de Bienne. On va voir Ria, on va voir Brunner, on va voir le power play. On va d'abord retenir le positif, on va dire, du côté de Bienne ce soir. Jean-Fred, 7 buts marqués par Bienne ce soir. 6 contre Zug quand ils avaient gagné 6-5, 7 cette fois. Ben, on sait, hein, ils ont les moyens offensifs. Il leur manque Ugly maintenant comme buteur. Pouliot au niveau de la distribution pour les buteurs. Voilà, mais on a assez parlé en bien de Hultström en préambule d'émission pour dire que finalement il avait marqué plus d'un point par match sur les 10 derniers matchs. Donc, faut pas oublier que c'est le meilleur powerplay de la Ligue aussi, là, à 27%. Et puis Brunner qui retrouve le chemin des filets. Hein, ouais, Kunti fait un jeu délicieux, là, comme il se retourne. Ouais. Brunner-Kunti, ça doit être le duo, entre guillemets, d'attaque, en l'absence de Pouliot pour Rayala, on va dire. Ils ont joué ensemble à Lugano. Kunti-Brunner, oui. Ouais, ils ont joué ensemble à Lugano. Oui. Ça avait moins bien marché que... Là, c'est une belle passe de Miranda. On a parlé de Miranda là, qui est en train de sortir de sa coquille du côté de Genève. On n'entendait pas beaucoup parler à Zurich. On a fait une belle passe dans le slot. Est-ce qu'il aimerait le revoir, celui-là aussi? Il aimerait le revoir, celle-là aussi, je pense. Willick qui va égaliser 2 partout. Et puis Rayala, on est en deuxième période. Rayala qui va redonner l'avantage. Mais on adore cette passe de Kevin Fay. Il nous a fait 2 passes, là, sur ce match. Ça, c'est sa première. Tire-passe, bonne vision du jeu, il pivote. Kevin Fay qui pourrait changer d'air, selon les rumeurs que j'ai entendues, ne serait pas très heureux du côté du HC Bienne, en tout cas de la façon dont il est coaché. Et voilà. Une chose est sûre, il fait une excellente saison. Oui, il fait une excellente saison, mais il n'y a pas le temps de glace qu'il aimerait. Souvent, voilà. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir plus? Petite tension avec l'entraîneur. Est-ce qu'il pourrait avoir plus de temps de glace? Moi, c'est ce que je me pose comme question. Hein. Il était quand même utilisé plutôt à bon escient, il me semble, à Bienne ces dernières années, parce que Bienne, ça marche pas mal. Mais c'est surtout que la question, c'est Forster, il ne va pas être éternel. Jack, c'est quasiment un peu la... Moi, je pense que c'est un pion... mais c'est plus le Forster, clairement. Il n'a plus le même impact, etc. Moi, je pense que c'est un joueur très important de la brigade défensive. Dans le vestiaire de la brigade défensive, c'est un guerrier. J'aime pas cette expression parce que, OK, c'est pas une guerre, là, mais c'est un battant, disons. Ouais. Et puis, c'est un gars qui est de la région, qui s'identifie au club. On nous dit qu'il adore. C'est un Bernois qui vient de Berne. Il a l'accent jurassien, il adore ce club, il veut vivre dans la partie francophone au-dessus, quasiment dans le Jura, enfin il adore ça. Il habite à Châtillon. Suisse allemand qui veut vivre dans la partie francophone de Bienne. Voilà. 440 habitants, hein, Châtillon. Juste pour ça, on devrait leur signer. Moi. Non, mais ça veut dire que si tu veux vraiment du temps de glace, si tu veux vraiment plus de responsabilités, etc., quand tu sais que Forster va, entre guillemets, passer la main, bah, tu te dis, mais vas-y, faisons ton numéro 2. Quoi. Ouais, mais c'est pas le même. Enfin, Forster, c'est un gros bonhomme. C'est un modèle réduit. Donc, je pense pas qu'on puisse comparer les deux si on veut leur octroyer éventuellement le même temps de glace. C'est un joueur qui bloque énormément de tirs. C'est un joueur qui a un bon jeu physique. Là, il commence à se démarquer au niveau offensif avec les 2 belles passes qu'il a fait ce soir. Je pense que c'est un joueur qui vaut son pesant d'or. À voir ce que ça va donner. On va se rendre en 3e période avec la démonstration biennoise, puisque ça va dérouler avec Schneider qui va marquer le 4-2. Et puis si vous étiez avec nous, ça a été un festival de surnombre en fait. Hein.
accordé, on va dire, par Genève. J'aimerais savoir si Nussbaumer, il me semble, il part au filet. Est-ce qu'il arrive à attirer un peu ses joueurs et que ça crée aussi ce but? Ben, le F2, évidemment, le F2, celui qui rentre au milieu, il doit vraiment, comme on le dit, driver le net. Il doit aller directement au filet pour faire descendre le défenseur côté opposé pour libérer l'axe de passe, comme on l'a expliqué à la fin du premier tiers. Il a fait son job là-dessus, Nussbaumer, même s'il n'a pas obtenu de point. Toute la soirée, Genève a spéculé énormément offensivement, puis c'était surnombre par-dessus surnombre. Puis Robert Mayer n'a pas été excellent, mais malgré tout, toute la soirée, il s'est pris des surnombres. Donc c'est compliqué de sortir son épingle du jeu dans un match comme ça. Beaucoup de passes rétro. Moser qui a marqué le 5-2, il y a nouveau Brunner, il y a nouveau Kunti dans l'histoire, et Gustafsson, 4 contre 5. Ça témoigne quand même du désarroi de Genève Servette finalement ce soir. Bah, surtout que Genève a forcé beaucoup de jeux à la ligne bleue. Ça, c'est une passe forcée de Tanner Richards, si je ne me trompe pas, sur le cool. Puis le cool est en fin de séquence, puis ils se font prendre à contre-pied, puis ça donne ce que ça donne. Je pense que Robert Mayer n'est pas tout blanc sur l'action, mais c'est 1 contre 0 encore. Boson qui va marquer but de l'honneur, on va dire, dans cette troisième période, à 5 contre 4. De manière générale, le powerplay viennois qui a pris l'ascendant, on va dire, sur celui de Genève Servette. La fatigue physique, la fatigue un peu mentale quand même. Quand on gagne des matchs qu'on n'est pas forcément toujours censé gagner, quand on est des gardiens, enfin quand on a tout le, comment tu appelles ça, Stéphane, le PDO, c'est ça? Le PDO, plus le facteur X, etc. Quand on a tout pas claque. Il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression qu'on en a parlé au début de saison et c'est peut-être en train aussi de les rattraper, c'est qu'ils ont beaucoup tiré. Sur les étrangers, on a beaucoup mis en avant la classe de ces étrangers. Winnie, Wingels, Fer, Tom Ernest, ils ne sont pas tous tout jeunes non plus. On leur demande beaucoup, ils font beaucoup, ils amènent beaucoup aux jeunes. Mais à un moment, à jouer plus de 20 minutes par match. Tom Ernest a joué 27 minutes. Quasi 28, ouais. Quasiment 28 minutes. Lui, on sait qu'il peut le faire. Mais pour les attaquants, quand ils sont à 20, 21, 22, à un moment, il faisait tourner avec Richard. Il n'y avait pas Rod, ce qui enlève quand même une force, un vétéran, même s'il est jeune, sur les 2 premiers trios. Ouais, c'est plus compliqué. Il faut peut-être aussi se dire que Genève, ils ont un contingent. On fait jouer les jeunes. Mais c'était les vétérans qui tiraient beaucoup cette équipe. C'est eux qui marquent les buts aussi. Bon, il y a Winnie qui marquait beaucoup. Il a encore marqué ce soir. Par contre, Wingels, qui trouvait facilement le chemin des filets depuis un petit moment, là, il marque le pas offensivement. Messieurs, réaction à l'issue de cette victoire. Tout d'abord du côté du HC Bienne. Victoire fleuve, 7-3. On va écouter, on en a parlé légèrement avant cela. Kevin Fay, interview. Kevin Fay, sur ce match et surtout sur le 3e tiers, est-ce qu'on a retrouvé le HC Bienne du début de saison? Ouais, les premiers 5 minutes peut-être quand on a commencé à mettre des buts, mais à la fin on a quand même relâché. Si c'était un match qui serait été serré à la fin, je pense qu'on aurait eu du mal de le finir à 60 minutes. Il y avait trop de relâchement à la fin, puis il faut quand même... C'est bien la victoire, ça fait du bien, il faut se rappeler de ce sentiment, mais il ne faut pas non plus trop s'enflammer maintenant. Et puis aussi sur ces contre-attaques, vous avez piégé Genève qui est peut-être venu un petit peu trop offensif. Ouais, on savait qu'ils viennent fort, alors le but c'était de sortir vite de la zone. On a vu ce soir, on a pu créer du surnombre avec les contres. Et puis enfin, ils sont aussi entrés une fois, c'est ce qui nous manquait peut-être un peu à la fin. Merci beaucoup Kevin Fay. Ouais, il a vu le même match que nous, Kevin Fay, pas de souci. Et puis réaction du côté de Genève Servette maintenant, on va écouter Elliott Berton. Elliott Berton, à l'entame de la 3e période, il n'y a qu'un but de retard et là vous recevez 3 buts coup sur coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, on était revenu avec des bonnes intentions, c'est clair qu'on avait fait deux mauvaises premières périodes. On avait à cœur de revenir fort et vraiment de gagner ces 20 minutes. Et voilà, on a fait 2-3 erreurs qu'on payait cash derrière, donc pas grand chose à dire. Vous avez peut-être voulu jouer trop offensif en début de dernière période? Ouais, c'est clair que voilà, on tirait d'un but derrière, donc il fallait absolument tout donner pour revenir. On a fait des petites erreurs qu'on ne fait pas d'habitude. Et puis contre une équipe comme ça qui part vite en attaque, ça pardonne pas, quoi. 3 défaites de suite maintenant, c'était plus arrivé depuis octobre. Ouais, y a des choses qu'on fait moins bien. On rentre moins bien dans les matchs aussi. On est moins agressif, on est moins solide et structuré dans le système. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a une chance de se rattraper directement demain à la maison. Avec le public, je pense que ça va nous donner de l'énergie, ça va nous pousser, c'est sûr. Merci beaucoup, Elliott Berton.
besoin d'énergie peut-être du côté de Genève Servette à voir demain. Et puis Stéphane, tu as une petite information complémentaire? Oui, pour Yunlan, un informateur me dit que Yunlan va quitter après le 1er février. Il doit attendre le 1er février pour rentrer en Suède pour des raisons, disons, administratives. Disons administratives, avec une certaine administration, c'est ce que tu veux dire. Avec une certaine administration, donc il doit attendre le 1er février pour quitter la Suisse, donc il va se tenir en forme, comme on l'a dit, à Morges notamment. Vous savez tout, incroyable. Allez, Zoug-en-Brie, messieurs, dernier match déséquilibré sur le papier. Imaginons en tout cas Zoug s'est imposé ce soir face à Ambry. Piotta, Torel va marquer un but important parce qu'on est en toute fin de période. Regardez, il reste 15 petites secondes. Une fois, deux fois. Ah, mais qui a marqué en fait? Mais qui a marqué? Torel. Torel, vous êtes sûr? Enfin, un wrap-around, c'était ce que je cherchais avant. Je disais spinorama, non, là, exactement. Alors parfois, on fait ça sur la botte du gardien. Vous pouvez faire ça avec le top scorer de l'équipe adverse, ça fonctionne aussi. En tout cas, c'est 1-0 après 20 minutes de jeu, pas de souci. Par rapport à ce but, et le pauvre Brian Finn, là, il ne peut pas grand-chose. C'est pas comment, c'est combien. Exactement. J'ai déjà entendu ça quelque part. Assise de la Talo. Morand, mais oui, messieurs, 28e minute de jeu. Bam! Regardez, il est allé au bout. Il a fermé les yeux, puis il a tiré le plus fort possible, puis elle a passé à travers tout le monde. Moi, je vous dis que c'est ça, regardez bien. Il s'est contenté de la rediriger vers le but, regardez. Oh. Une mauvaise foi, quand même. Qui a été le premier buteur de la saison? C'est juste. C'est juste. Mais bon, non, c'est mort. Non, écoutez, il a tiré, il a visé la cage le plus fort. Regardez son sourire. C'est son deuxième but cette saison. Son sourire me donne raison. Trisconi, assise de Goy. Bon, bah là aussi, il a mis le peu en direction du but. Mais comme quoi, c'est toujours important. Ce tir de Goy et finalement, Trisconi qui va pouvoir marquer le but de l'Espoir 2-1. Ça a été quand même serré au niveau du score dans cette confrontation. Ouais, mais Zoug-en-Brie, c'est toujours, ils font partie. Il y a une jolie rivalité entre les clubs, donc c'est rarement déséquilibré comme on pourrait s'y attendre en regardant le classement, en fait. C'est quoi? C'est le derby du Gothard? Ouais, alors je sais pas si on peut. Chercher un nom. Steph, il adore les derbies, alors je lui cherche des derbies. C'est le derby du Gothard, c'est sûr. Ça, moi, j'ai arbitré ça souvent, mais on m'a toujours dit que c'était le derby du Gothard. Ouais. Eklingberg qui va marquer le 3, 47e minute. Le Gothard est loin de Zoug quand même. Mais et ça c'est un face-off qui a été préparé d'avance, un set face-off, un tir de la crabe. 7 plays. Allez, messieurs, victoire donc de Zoug 3-1 face à Ambry Piotta. Petite assise de Hoffman pour la statistique. C'était le 6e et dernier match. Messieurs, et avant de passer au résultat de la soirée, on va surtout passer, Stéphane, au... 3 étoiles, jingle. Je sais que tu adores ça. 3e étoile pour la soirée. Enzo Corvi du côté de Davos. Un but, 2 assises pour lui. Donc Frédéric, Enzo Corvi, c'est celui qu'on a gardé à prix d'or du côté de Davos, qui a connu une saison catastrophique, on se rappelle, l'année passée. Puis finalement, qui doit être le fer de lance. Un des fers de lance. Un des, ouais. Il y a quand même Lindgren aussi maintenant qui remarche vraiment très très bien du côté de Davos. Il peut jouer en centre maintenant presque 3e trio, si je dis pas de bêtises. Du coup, il est sur une ligne en face de lui qui est peut-être un poil moins forte. Puis il peut performer. C'était quand même le centre numéro 1 d'équipe de Suisse, vice-championne du monde à Copenhague. On l'a assez vu, on a assez documenté son jeu avec Nino Niederreiter, les deux Grisons, ça marchait bien ensemble. Tiens, on a bien un joueur. On a fait Luca Kunti avec Brunner. Les deux font la paire. Et lui, ce soir, il a fait 3 points. Un but de passe, il a été dans tous les bons coups. 2 très très belles passes sur le jeu. Puis il a complété un tic-tac-toe sur son goal, donc très mérité. Stéphane, première étoile de la soirée, Melvin Nifeller, le gardien de Rapperswil qui a dégoûté les Zurichois. Presque 40 shoots, 39 shoots. Donc, ça prend ça pour battre Zurich, mais Zurich a toujours beaucoup de peine à les gagner à Rapperswil. Oui, c'est toujours dur d'aller jouer à Rapperswil. C'est pas très long pourtant, c'est une 3/4 d'heure de bus depuis l'Allen Stadium, c'est vraiment pas très loin. Zurich qui n'a pas des longs déplacements parce qu'il est bien centré, mais lui, il a fait un très très gros match. Parce que Zurich, c'est une machine offensive. Et messieurs, c'est le 4e blanchissage de la saison pour Melvin Nifeller. 4e! Je crois qu'il n'y a pas un gardien qui a fait mieux dans le championnat que lui au niveau des blanchissages. À la maison, les Rapperswil sont assez redoutables. Ils sont pas faciles à les battre. C'est une équipe qui est très bien organisée aussi. Oui.
Messieurs, résultat de la soirée. Il y avait 6 matchs ce soir au programme. On va récapituler les scores avec le succès de Vienne 7-3 face à Genève Servette. C'était notre match studio. La victoire après prolongation de Berne, importantissime face à Lausanne. Davos, c'est la claque pour Fribourg-Gotteron 7-2, 3-0 pour Rapperswil, 3-1 pour Langnau, dont la seule victoire à l'extérieur de la soirée. Et finalement, Zug s'impose 3-1 face à Zug. Le classement. Zug leader, co-leader avec Zurich, 68 points, mais 3 matchs de moins, 2 matchs de moins pour Davos, 67, qui fait aussi une bonne opération. Genève Servette qui stagne avec 65, Lausanne 54, Bienne 54, belle opération pour Bienne aussi. Langnau à 51, 50 points pour Berne, un match de moins, c'est Lugano en effet qui ont fait les frais. Ce soir, 49 points. Et puis Fribourg-Gotteron, toujours 2 matchs de moins face à Berne, mais attention, désormais 5 points de différence avec le CP Berne. Là, il y a vraiment, après Genève Servette, là, il y a 11 points de différence. Genève et Lausanne, 11 points de différence. Les 4 premiers, je pense que c'est réglé. À 11 points d'écart avec 12 matchs à faire, là, ça me surprendrait qu'il y ait une équipe qui aille chercher Genève ou Davos, etc. Le gros du travail est fait. Le gros du travail est fait. Et là, ça va être pour la barre parce qu'il y a pas, il y a quoi, 5 points d'écart entre Lausanne, 5e, et Lugano à 49. Oui, mais il y a des fois 2 matchs de moins, un match de différence, etc. Voire 3 matchs de moins. Hein. Exactement. Ouais. C'est toujours très compliqué, finalement, dans ces situations-là. Oui. Mais au niveau du haut du classement, quand même, Davos et Genève, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est les équipes Cendrillon, les équipes surprises du championnat? On peut le dire. Peut-être mettre l'emphase sur l'importance du début de championnat. Ouais. On ne parle pas comment c'est... Hey, Davos a commencé avec 8 matchs sur la route. Ouais. Ils ont fait des points. Ils avaient des matchs en retard. Puis le gros du travail a été fait sur les 15 premiers matchs du championnat. Messieurs, on l'a vu évidemment, la lutte pour la barre va retenir particulièrement notre attention demain. Tu aimes les derbies, Stéphane? Oui, on aura demain. Hein? Le derby des... Comment c'est? Un des plus célèbres ou de plus célèbres peut-être. Derby du hockey suisse. Derby des Zähringen. Fribourg-Berne, rendez-vous, 19h25, on sera là, on va en parler, on va analyser tout cela, bien sûr. On va décortiquer avec la tablette, va la reposer un tout petit peu. Ouais, on va la recharger. Et puis surtout, ne bougez pas d'ici un instant, le football avec la deuxième mi-temps entre le Sporting et Benfica. Au commentaire, Jean-Jacques Bessot. Merci à toute l'équipe. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée.